Mon bébé, ses petits pieds trop mignons. Oh, mon ventre, je sais pas si je vais le récupérer. Oui, maman est là, fais dodo mon amour. Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche? Une chanson douce que me chanter. Je suis tellement épuisée. Si, Mère, un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostime, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, animé par Audrey Hetner. Bonjour à toi qui nous écoutes et bienvenue dans Si Mère, le podcast féminin bio qui materne les futures et jeunes mamans. Ici, on célèbre la beauté, le courage et l'extraordinaire puissance des mères. Si tu as décidé d'écouter cet épisode aujourd'hui, toi enceinte, toi jeune accouchée, toi Wonder Woman, c'est que tu ressens déjà en toi cette force qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est que malgré tes moments de doute, tu sais déjà que tout est en toi pour offrir le meilleur à ton enfant. Mes invitées sont toutes des mères exceptionnelles qui ont choisi de consacrer leur vie à accompagner les autres dans l'une des plus grandes aventures de leur existence. Alors si vous doutez encore de vos fabuleux pouvoirs, mes invités et moi sommes là pour vous les révéler, maintenant, au creux de vos oreilles. L'équipe Féminin Bio est heureuse de vous proposer cette série de podcasts grâce à notre partenaire Biostime, spécialiste du lait infantile bio made in Normandie. Merci à Biostime de chouchouter la planète et de proposer aux parents des produits sains pour bébés alliant science et nature. Si, Mère, l'invité du jour. Alors si mère, c'est parce qu'on est tellement maman, mais on est femme aussi. Et c'est cet équilibre subtil et délicat que nous allons explorer dans ce nouvel épisode que nous avons intitulé « Naître mère ». Alors que les années 50 et 90 furent marquées par une sorte d'émancipation féminine, nous sommes issus, mon invitée Julia Simon et moi, d'une période où l'enfant n'est pas du tout écouté ni reconnu en tant qu'être à part entière. Alors heureusement, désormais, les neurosciences prouvent les sensibilités dès la vie intra-utérine. Mais on est tombé du coup dans une autre forme d'extrême pour les mères, accompagnée d'injonctions très fortes à offrir le meilleur accueil possible à leur enfant. Alors est-ce qu'une troisième voie serait possible ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec notre invitée. Que veut dire naître mère ? On parle aussi de matrescence. Qu'y a-t-il autour de la notion du 4e trimestre de grossesse ? Comment ne pas faire exploser sa charge mentale ? Comment se libérer de la culpabilité de mère ? Est-ce qu'il existe des solutions naturelles pour nous aider et nous soutenir ? Pour répondre à toutes ces questions essentielles lorsqu'on donne la vie, j'ai le plaisir d'accueillir une femme pleine de peps qui s'est spécialisée dans l'accompagnement de la périnatalité au naturel. Julia Simon est naturopathe, praticienne en énergétique traditionnelle chinoise et en EFT. Elle est aussi coach et auteure du livre « Bien vivre le 4e trimestre au naturel », paru en septembre 2019 chez First Edition. Julia est aussi très active sur les réseaux sociaux et propose également programmes et e-books en ligne. Bonjour Julia. Bonjour Audrey. Comment vas-tu ? Super bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Super. Alors Julia a énormément de choses à vous partager aujourd'hui. Aussi, je vous propose de vous laisser inspirer par ses paroles réconfortantes et ses conseils bienveillants qu'elle va vous partager. Maintenant, dans Si Mère. Si, Mère, le partage. Bienvenue dans la séquence phare de notre podcast. Alors, chère Julia, peux-tu nous raconter un peu ton parcours et comment tu as été amenée à te spécialiser dans l'accompagnement des mamans ? Eh bien, je pense que tout a commencé en 2010, en fait, avec l'arrivée de ma première fille, Léonie. J'ai eu une grossesse épanouissante, j'ai eu un accouchement un peu fou et j'ai voulu partager ça avec d'autres femmes, avec d'autres futures mamans pour leur montrer qu'une autre voie était possible. 2 ans après, j'ai quitté mon travail dans le monde des cosmétiques et du marketing avec une rupture conventionnelle. Et je me suis lancée dans l'aventure en m'inscrivant dans une école de naturopathie, dans une école d'énergétique traditionnelle chinoise. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. J'ai eu la chance d'avoir une autre fille, Emma, en 2014. Donc déjà, je sais qu'il y a plein de choses qui ont changé parce que autant je te disais que ma première grossesse avait été épanouissante pour Léonie, autant le postpartum avait été difficile. Donc en ayant appris pas mal de choses en naturopathie, en acupuncture traditionnelle notamment, je me suis rendu compte déjà que le postpartum, il pouvait être vu différemment. Et c'est en 2016, quand je me suis installée dans mon cabinet à Paris, dans le 19e, et que j'ai commencé à accueillir des jeunes mamans avec moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un sacré tabou autour de cette période,
qu'on n'en parlait pas beaucoup, que les femmes avaient l'impression de vivre des choses toutes seules, d'être très isolées. Elles avaient l'impression d'être des mauvaises mères, de ne pas s'en sentir, que tout le monde autour d'elles y arrivait beaucoup mieux. Et quand elles me parlaient, en fait, ça résonnait très fort en moi, comme un effet miroir. Et je me suis dit que c'était pas possible. On ne pouvait pas rester toutes les unes près des autres comme ça, sans pouvoir avoir des solutions. Donc j'ai vraiment voulu trouver des solutions naturelles pour vraiment les accompagner et mettre de la lumière en fait sur cette période. Oui, alors il y a quelque chose de très fort dans ta mission, c'est cette notion de responsabilisation et de potentiel des mères. Alors peux-tu nous expliquer ? Je pense que c'est essentiel d'être autonome. Je pense qu'on est tous aussi co-responsables. Et quand on met un mot dessus, déjà, quand on l'intègre, ça nous permet de voir qu'on n'est plus obligé de subir tout ça. On peut vraiment l'exprimer pleinement. Et alors, on n'a pas vraiment de mot en français, en tout cas, je ne suis pas sûre d'avoir trouvé le mot qui me convient pour l'instant, mais les Américains parlent de empowerment. Et donc, moi, j'ai vraiment envie d'empuissancer les femmes, les jeunes mamans, leur montrer qu'elles ont vraiment une puissance vraiment à l'intérieur, quelque chose qui rayonne, qui demande juste à être exprimé. Alors c'est vrai que c'est super étonnant parce qu'on vient en étant enceinte et en donnant la vie, on va faire un acte qui demande une puissance folle. Et en fait, à ce moment-là, au contraire, on est complètement souvent démunis, on n'a plus confiance en soi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ta mission que de rétablir cette confiance. Exactement, tout à fait. À travers tes différentes spécialités. Exactement. Et puis c'est hyper beau du coup de voir des jeunes mamans qui se révèlent, qui retrouvent en fait leur alignement et leur petite lumière, leur flamme qui était toujours là depuis le début. C'est vraiment une belle mission et c'est primordial pour les bébés justement qui arrivent c'est clair. À ce moment-là. Alors, l'épisode s'intitule Naître mère. Maintenant, le mot aussi matrescence qui correspond à l'adolescence des mères rentre un petit peu dans le langage courant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, naître mère ? Ouais. Et j'adore parler de matrescence parce que quand j'ai entendu ce mot pour la première fois et que j'ai compris ce que cela voulait dire, je me suis rendu compte aussi que tout ce que j'avais vécu, c'était tout à fait normal. Et donc, la matrescence, c'est un terme qui a été créé par Dana Raphael dans les années 70. Donc, c'est il y a un petit moment déjà. Une américaine, anthropologue, qui disait justement que, tout comme l'adolescence, qui est cette période de transition vers l'âge adulte, eh bien, la matrescence, c'est cette transition naturelle pour devenir mère. Et ça prend plein de choses en compte. Ça prend les chamboulements physiques, émotionnels, identitaires. C'est vraiment tout ça mélangé. Et c'est intéressant aussi, tu vois, tu parlais d'adolescence tout à l'heure, l'adolescence de mère. C'est exactement ça, il se passe exactement les mêmes choses que quand on était ado. Quand on est ado, au niveau du corps, il y a plein de choses qui changent. Mais quand on est une jeune maman, au niveau du physique et au niveau du corps, c'est pas facile aussi de se réapproprier son propre corps. Au niveau émotionnel, c'est la même chose. On a des bouleversements, c'est un peu les montagnes russes quand on est adolescente, etc. Et tout le monde le comprend. Et quand on est mère, il se passe exactement la même chose, mais en fait, l'entourage n'est pas du tout préparé non plus. Donc c'est ça qui est difficile aussi pour la jeune maman de s'approprier toutes ces émotions. Et puis il y a le côté identitaire que je trouve très intéressant, parce que quand on devient mère, on se pose ces questions sur soit par rapport à soi, soit par rapport à son couple, soit par rapport à son entourage, sa famille et même la société. Et je pense qu'on est nombreuses à avoir changé de carrière ou de voie après avoir accueilli un ou des enfants. Donc je pense que ça pourrait parler à de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui. Exactement, d'ailleurs j'en suis la preuve puisque c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Avant j'étais pas du tout dans le journalisme ou dans les médias, donc c'est vraiment ça, c'est après mon premier enfant que tout se révèle. En fait on peut pousser effectivement la comparaison avec la période de l'adolescence par la décharge hormonale aussi qui est vécue à ces deux périodes et par cette quête de sens peut-être qui revient en force quand on devient mère. Tout est comme bouleversé et remis en question. Tout le temps, exactement. Et c'est pour ça que c'est pas forcément évident parce que ça fait beaucoup de choses à la fois parce que on a accueilli notre enfant, il faut aussi qu'on s'accueille soi. C'est pour ça qu'on parle d'une naissance de mère, c'est aussi une naissance à soi, le fait de se connaître mieux peut-être il y a peut-être des choses aussi qui remontent à la surface. Je pense qu'on va en parler. Exactement. Alors Julia, justement, qu'est-ce qui se joue en nous quand on donne la vie, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, voilà. Quand on donne la vie, je pense qu'on est traversé par une multitude de choses de manière simultanée. Il y a des mouvements internes et externes, il y a beaucoup de vulnérabilité et en même temps une grande force, comme tu le disais. Il y a tout ce côté aussi, on est très active et en même temps on est aussi dans une forme de contemplation. On est émerveillé aussi par notre enfant, par le temps qui se passe de manière différente. Il y a ça qui se joue. Mais ce qui se joue aussi, je trouve, c'est cette injonction dont tu parlais dans l'introduction, où en fait l'enfant est prioritaire à ce moment-là. Et c'est pas facile
du coup, pour nous les femmes. Et moi, j'ai un souci d'équilibre avec ça parce que je pense qu'on a tous notre place dans notre famille. Chaque membre de la tribu a sa propre place. Et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. On a tous le droit d'exister et de s'exprimer aussi. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque nouvel enfant, toutes les places sont remises en cause, redistribuées. C'est marrant, hein. Tout le temps, c'est redistribué sans arrêt, tu vois. Toi, tu passes de jeune femme, donc à fille de quelqu'un, à mère de quelqu'un d'autre. Après, du coup, tout change, en fait, que ce soit ta relation à toi avec ton partenaire, par exemple. Chacun de tes enfants, ça demande du temps aussi. Ça demande beaucoup de patience de retrouver cet équilibre, notamment familial. Et alors, c'est vrai que quand on est mère, on entame peut-être ou on continue un chemin de développement personnel qui est très fort. Hein, Ouais. c'est ce que tu me disais. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est des piqûres à haute dose de développement personnel un peu tous les jours. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sommeillent en nous aussi et qui se révèlent peut-être, qui se manifestent quand on devient mère. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, moi, je me rappelle que j'ai beaucoup travaillé, enfin, été mis en lien avec le rapport à ma propre mère, justement. Exactement. Parce qu'on voit les choses complètement différemment. Soudain, on se rend compte à quel point elle a fait les choses terriblement bien et que nous, on a l'impression de se retrouver face à un précipice sans fond. Et c'est vrai que ça fait travailler peut-être sur cette lignée de femmes. Ça fait totalement travailler sur cette lignée. Et là, tu vois, tu parles de ça. Il y a aussi beaucoup de femmes que je rencontre qui se disent, tiens, en fait, elle faisait tout ça, je m'en rendais pas compte. C'est ça. Et donc ça peut rééquilibrer aussi la vision qu'on peut avoir de notre mère, qui est forcément un peu biaisée. Donc c'est intéressant, c'est dans les deux sens. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à reprocher à nos mères, et puis en réalité, on se rend pas compte de tout ce qu'elles ont traversé et fait pour nous. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de cette notion? Donc, on parle beaucoup maintenant du 4e trimestre de grossesse. Donc, rappelons qu'une grossesse dure 3 trimestres, 9 mois, et qu'il y a cette période après qui était complètement, jusqu'à récemment, passée sous silence. En fait, ça y est, l'enfant est né, débrouille-toi, quoi. Et maintenant, on parle de... Donc, il y a plein de choses. Il y a les 40 jours, il y a le mois d'or, il y a le 4e trimestre. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de cette période-là, de cette notion-là? C'est ça, en fait, moi, quand j'ai voulu appeler mon livre 4e trimestre, je voulais vraiment montrer qu'il y avait une continuité, en fait, à la grossesse, que tout ne s'arrêtait pas à l'accouchement. On parle souvent de l'accouchement, tu vois, comme la naissance d'un enfant. Pour moi, c'est vraiment la naissance d'une mère, vraiment. Et quand on parle de trimestre, tu vois, c'est vraiment très symbolique aussi. En vrai, ça dure le temps que ça doit durer. Ça peut durer 3 mois, mais en général, c'est plutôt 6, 9, voire 12 mois, même plus. Et c'est carrément OK. J'ai vraiment envie de parler de ça et de dire qu'on a le temps de prendre les choses au fur et à mesure. On s'en met de la pression, mais on n'est pas obligé de se la mettre. Il y a plein de voies possibles et on a le temps de voir tout ça. Et puis, moi, je fais de l'acupuncture traditionnelle. Il y a ce côté yin, tu sais, on parle beaucoup du yin et du yang. Quand on devient mère, il y a vraiment ce côté, on est obligé de ralentir. Notre corps en a besoin, donc c'est un moment où on ralentit, on regarde à l'intérieur ce qui se passe, etc. Souvent, c'est vraiment très différent de la vie qu'on pouvait avoir avant. On était beaucoup dans la performance, dans l'action, etc. Là, le 4e trimestre, le mois d'or, les 40 jours, ça demande vraiment cette phase de repos, de yin, de transformation aussi finalement, mais en douceur, je pense. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que c'est important, tu as raison de dire qu'avant, on n'en parlait pas trop. Et c'est... tellement chouette que les jeunes mamans maintenant sachent que ça existe et de mettre de la lumière aussi pour dire que c'est pas que difficile, ça peut être aussi quelque chose de très beau. C'est important, je pense. Ouais, finalement, c'est un cheminement intérieur qu'on va vivre à ce moment-là, enfin qu'il faut se donner la possibilité de vivre. Ouais. Et qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire, puisque entre la famille qui tout d'un coup veut voir le bébé, le travail qui va reprendre, l'allaitement qui se met pas bien en place des fois, ou les nuits, etc., ce sommeil, on n'a pas forcément la possibilité de préparer cette période, et pourtant c'est primordial de bien la vivre et de l'anticiper. Et tu as raison, je pense que le fait de la préparer, c'est capital. Ouais. C'est ça que j'aime faire justement. Alors ouais, et puis alors pour les femmes, il y a même si la société a beaucoup évolué et c'est tant mieux, avec un équilibre, on va dire, entre les femmes et les hommes, enfin une sorte de qui se met en place avec les pères aussi. Bien souvent, la femme se retrouve quand même avec cet accouchement et tout à gérer tout ce qui tourne autour de la maison encore, et aussi à composer
pour que l'équilibre familial ne soit pas trop chamboulé. Et elle porte tout ça sur ses épaules. D'ailleurs, je crois que c'est la dessinatrice Emma qui avait fait récemment des planches sur ce sujet-là, avec un peu la femme est responsable de l'équilibre émotionnel aussi du foyer. Eh bien, comment déjà, alors qu'on est déjà bien impacté dans notre corps, comment ne pas aussi porter tout ça? Et ça, c'est hyper intéressant comme question parce que les femmes que je rencontre, elles ont vraiment cette sensation-là, qu'elles sont les seules à porter cet équilibre familial sur leurs épaules, tout le temps, alors que la société demande autre chose. Je pense que c'est important de se rappeler que c'est essentiel de s'occuper de soi aussi. Et alors je sais que c'est pas facile de s'occuper de soi. J'imagine que les jeunes mamans qui nous écoutent, même le fait de prendre du temps pour soi, c'est difficile. Des fois, prendre une douche, c'est juste c'est énorme. Se laver les cheveux. Ah ouais, non, exceptionnel. Ça, c'est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel. Mais prendre une douche, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours quand on vient d'accoucher. Et non, et en fait, c'est ça, on a l'impression qu'on n'a plus le temps, qu'on n'a plus de temps, que le temps ne nous appartient plus en plus. Et c'est ça qui est difficile. Et même prendre du temps, parfois, ça peut sembler comme un acte complètement égoïste. Donc c'est difficile aussi pour la jeune maman. Et moi, j'aime bien, tu sais, cet exemple des Anglais. Alors, il y a l'exemple du gilet de sauvetage aussi, tu sais, dans les avions. Mais j'aime pas trop l'association avec le crash. Mais quand on prend plutôt, tu vois, la tasse de thé, les Anglais disent que si tu veux donner du thé, etc., tu es obligé d'avoir ta coupe pleine. Ta tasse, elle doit être pleine. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc ça veut dire aussi que le fait de s'occuper de soi et d'avoir assez, ça permet d'en donner aux autres, à son partenaire, à son enfant, à l'entourage de manière générale. Parce que je pense qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc c'est important vraiment de s'occuper de soi aussi. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Et là, tu vois, je pense qu'il y a sûrement des futures mamans qui nous écoutent. On n'est pas obligé d'attendre la naissance de l'enfant pour s'occuper déjà de parler de l'équilibre familial avec son partenaire ou sa partenaire. On peut vraiment le faire en amont, essayer de trouver peut-être des routines, des choses qui peuvent vraiment se mettre en place. Dans un moment, on est plutôt créatif en plus, c'est une grande phase de création, la grossesse. Et du coup, d'avoir des idées, de se poser, de voir ce qui peut vraiment être juste pour la famille. Et quand cet équilibre familial, il préexiste à la naissance, je pense que c'est vraiment un beau cadeau pour la jeune maman et aussi pour l'enfant et toute la tribu. Oui, et alors c'est très juste. Et tu parles aussi du fait d'accepter de ne pas être cette Wonder Woman qui va tout gérer de partout hyper bien. C'est ça. Donc lâcher ça, quoi. J'en parlais avec mes amis la semaine dernière et on se disait non mais il faut la rendre, cette cape. On n'en a pas besoin tout le temps, en fait. Même, on ne sait même pas si on en a besoin vraiment, parce que ça peut créer beaucoup de culpabilité, du coup, en plus, pour la jeune maman. Mais en fait, moi, je me dis que c'est surtout qu'on l'a par défaut. On n'a pas besoin de faire des choses pour la créer. Déjà, le fait de devenir mère, en fait, on a la cape naturellement. Ah, mais moi, je pense qu'on est une rockstar. J'en parle souvent, ça, quand j'accompagne des jeunes mamans pour qui c'est difficile et qui vont peut-être culpabiliser, etc. Et vont avoir l'impression qu'elles n'en font jamais assez ou que ce n'est jamais assez bien. Mais je leur rappelle à quel point elles ont assuré. Elles ont créé un petit être dans leur corps pendant 9 mois. Elles ont accouché. Et c'est quand même 2 moments hyper intenses et extraordinaires dans la vie d'une femme. Et donc, c'est important de se rappeler de la fierté qu'on peut avoir aussi dans ces événements-là. Et je pense que ça nous permet de savoir qu'on peut la porter, cette cape de Wonder Woman, mais on n'est pas obligé de la porter tout le temps. Parce qu'on peut vraiment trouver un équilibre avec notre tribu et autour de nous. C'est ça. Enfin, on va pas nous l'enlever si on fait pas tout parfaitement, en tout cas. Non, personne ne va nous l'enlever. C'est ça. Alors, tu évoquais la culpabilité qui est une émotion, un sujet très important quand on devient mère. Ouais. Soudain, on est responsable d'un autre être que soi. Voilà, ça peut être complètement nous mettre en panique. Ouais. Est-ce qu'il y a des moyens de s'en libérer de cette culpabilité ? Je pense que oui, j'espère que oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a différents types de culpabilité par rapport à chacune. On peut avoir toute une forme de culpabilité différente. Je pense qu'on peut déjà peut-être se rappeler que tout le temps, on fait du mieux qu'on peut et que c'est suffisant. Tu vois, je pense que ça pourrait même être un mantra dans notre quotidien. De se rappeler vraiment qu'on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. On se le note sur le miroir. Sur le miroir, sur des post-it, sur la porte, où on veut. Et je pense que c'est important de se le rappeler. Et puis en parler aussi aux autres pour qu'eux nous le rappellent aussi. On sait que c'est important. Mais vraiment à soi, vraiment d'être vraiment très aligné entre son corps, son cœur et sa tête et se dire oui, je fais du mieux que je peux et c'est OK. Donc ça, déjà, je pense que c'est une première chose. La fierté, on en a parlé, le fait de se dire qu'on est vraiment des rockstars et qu'on assure. Ça fait du bien de s'en rappeler aussi. Et je pense qu'on a besoin aussi d'avoir un sens de connexion, tu sais, le fait de rayonner, de pouvoir se connecter à d'autres personnes. Je pense que la culpabilité aussi, quand on est en contact avec d'autres jeunes mamans, elle part tout de suite, en fait, parce qu'on se rend compte que finalement,
c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous, qu'on a des problématiques similaires, mais un peu différentes, mais que quand on est tout ensemble, on est plus forte, qu'on peut, on peut déposer des choses, on peut se motiver les unes les autres aussi, on peut avoir des mots vraiment doux et gentils. Ça, je pense que c'est hyper important. Donc la connexion, je pense qu'elle peut être clé aussi pour... Et je voudrais culpabiliser. juste préciser que la connexion, c'est bien qu'elle soit réelle, physique aussi, Carrément. parce que c'est vrai que sur Internet, c'est bien de participer à des groupes et à des qui donnent des conseils aux mamans, mais avec le filtre d'Internet, souvent on a l'impression d'être quand même assez seul Ouais. et que les autres font mieux parce que c'est pas la réalité complète qu'on voit. Exactement. Donc voilà, ça reste des phrases notées à un instant, et le fait d'être en vrai avec des gens permet de vraiment sentir les émotions aussi C'est ça. des autres, Carrément. et qu'on est reliés. Moi, j'adore animer des ateliers tous les mois avec des futures mamans, justement, pour les préparer au postpartum. Pour moi, c'est vraiment c'est ce qu'on disait, hein, dans ma volonté de vraiment d'éclairer cette période, de donner des outils, etc. Mais j'ai tellement envie de les voir ensemble, qu'elles puissent vraiment, tu vois, communiquer, échanger, parler de tout ce qui peut vraiment les embêter, etc. Et ces femmes-là, après, elles sont dans un petit groupe WhatsApp, etc. Je pense qu'il n'y a pas 2 jours maximum où il n'y a pas des échanges entre elles. Et je sais qu'il y a un groupe, là, le groupe que j'ai accompagné il y a quelques mois. Je sais qu'elles vont se voir la semaine prochaine, par exemple, toutes ensemble. Et c'est ça, donc tu as raison, tu vois, c'est important de se voir, même plus tard, bientôt, de tous se faire des câlins, de se faire plein de bisous aussi. Mais c'est important, tu vois, la connexion, elle est essentielle. Il y a ce proverbe africain que j'adore qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Ouais. C'est exactement ça. Le village, maintenant, il n'existe plus comme avant. Il faut qu'on retrouve nos bases. Et c'est important d'avoir des gens, voilà, de notre tribu. Ça peut être, on n'est pas obligé d'être 20 000, hein, mais on parle souvent de 5 personnes ressources. Donc il peut y avoir le partenaire et une meilleure amie, une cousine, une femme, notre tante, notre maman, etc. On peut vraiment essayer de se créer notre propre petit cocon autour de nous. Et je pense qu'en échangeant comme ça, la culpabilité, elle peut vraiment diminuer, en tout cas. C'est vrai que même dans nos sociétés occidentales, moi, la génération de mes parents et grands-parents vivaient avec les aïeuls, Oui. etc., dans la même maison, ce qui permettait de transmettre cette maternité aux plus jeunes qui devenaient mères. C'est ça. Et ça, on peut le recréer aujourd'hui grâce à des cercles comme De ceux que femmes. tu animes. Voilà, Ouais. tout à fait. Et c'est intéressant aussi, tu parlais du fait d'accueillir un enfant, que c'était une grande responsabilité. Avant, il y avait toujours plein de bébés finalement, parce qu'on habitait tous les uns avec les autres. Et donc là, c'est vrai, souvent, les jeunes mamans, elles se retrouvent avec un nourrisson et c'est la première fois qu'elles voient un bébé aussi petit. Et ça, Ouais. ça peut être déstabilisant, je pense. Et c'est exactement ça. Et c'est vrai que on est peut-être la deuxième génération seulement qui se retrouvons seuls avec notre enfant. Carrément. Et personne autour pour nous le garder quand on va prendre une douche. Il y a le partenaire, mais le congé paternité étant ce qu'il est, En France. voilà, Ouais, c'est ridicule. Donc dans le mois qui suit, tout ce mois d'or, en fait, on est souvent seul à la maison. complètement. Les gens croient qu'on a le temps en plus de s'occuper de tout. On est en congé Et puis, maternité. C'est ça. Voilà, c'est pas du tout le bon mot. Faudrait C'est aussi ça. le réinventer Je celui-là. pense aussi. C'est une bonne idée, je pense. Ouais, on va se mettre en quête de ça sur les réseaux sociaux. C'est une bonne idée. Alors Julia, toi qui es naturopathe et aussi formée en énergétique et en beaucoup de médecine globale et complémentaire, est-ce que tu peux nous partager tes astuces, tes solutions naturelles qui peuvent soutenir les jeunes mamans qui nous écoutent ou les futures mères? Ouais, avec un immense plaisir. Je pense que ce qui est salvateur pour une jeune maman, c'est vraiment de s'occuper d'elle de manière holistique. C'est vraiment Alors, cette qu'est-ce que ça harmonie. veut dire? Ouais, Voilà. c'est Ouais. cette harmonie entre le corps, le cœur et l'esprit. C'est de travailler tout ça ensemble. On n'est pas juste un corps, on n'est pas juste une boule d'émotions. On est vraiment tout ça en même temps et c'est important de respecter ça. Ce qui est hyper chouette, c'est que quand on commence à travailler sur une de ces dimensions, on impacte forcément aussi sur les autres. Donc, par exemple, moi, je suis naturopathe. En naturopathie, on a une dizaine de techniques à notre disposition. On a l'alimentation, on a l'exercice physique, on a l'équilibre psycho-émotionnel, on peut utiliser des plantes, de la micronutrition, l'eau, etc. Ce sont plein de petites choses qui peuvent vraiment nous aider dans notre quotidien à changer un peu notre hygiène de vie. Moi, les femmes que je rencontre beaucoup au cabinet, elles sont toujours
très fatigué. Donc là, tu vois, il y a un côté vraiment très physique. Et en même temps, on se rend compte que c'est aussi très émotionnel. Après, ça s'engrange comme ça. Mais si on prend un exemple très concret et facile, quand on prend déjà juste l'alimentation, on sait qu'on peut déjà faire plein de choses pour aller mieux, pour être moins fatigué, pour regagner de l'énergie. Moi, j'adore parler des bons gras, des acides gras essentiels, les petits poissons, les bonnes huiles, etc. Ça, on sait que ça va nous faire du bien. Ça va nourrir notre système nerveux. Et du coup, ça va aussi l'apaiser. Et donc, tu vois, tu te rends compte que rien qu'en travaillant de l'alimentation, tu peux aussi travailler sur ton système émotionnel. Donc, c'est quand même... redonner de la vitalité oui, grâce à l'assiette, bien sûr. C'est exactement. Il y a ça, et puis il y a le fait de se dire aussi que... Je pense qu'il y a quand même plein de choses qu'on peut faire quand on est une toute jeune maman, même après l'accouchement. J'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. C'est le fait d'avoir une alimentation vraiment adaptée, qui va être chaude, réconfortante, bien mijotée, etc. Ça, on sait que ça donne des forces. On le sait parce que tous les pays du monde, avec toutes les traditions, le montrent. Et dès que j'arrive à caser le bouillon de poulet quelque part, que ce soit dans une interview ou dans un article, j'essaie d'en parler parce que le bouillon de poulet, c'est tout simple. Et ça fait énormément de bien que ce soit, tu vois, à nos intestins. Nous, les naturopathes, on adore parler de notre ventre. Mais c'est les intestins, mais c'est aussi le système nerveux. C'est tout ça en même temps et ça nous permet de récupérer. C'est incroyable. Donc c'est quoi? C'est boire un bouillon de poulet? Exactement. Les dentés, on fait un bouillon exactement. de poulet. C'est des bouillons de poulet pendant les 15 premiers jours qui suivent l'accouchement, par exemple. Avant de commencer un repas, hop, tu te prends un petit bol de bouillon. Ça va. Il y a un côté anti-inflammatoire. Ça travaille sur des neuromédiateurs. C'est un super beau cadeau. Donc tu vois, rien qu'avec l'alimentation, finalement, ça peut être facile. Il y a un équivalent au bouillon de poulet pour les végétariens. Tu peux faire un bouillon végétarien. En fait, ce qui est intéressant avec le bouillon de poulet, c'est qu'il y a du collagène à l'intérieur. Donc c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant. Mais après, tu vois, en choses chaudes et en bouillon, etc., tu as la soupe miso qui peut être intéressante aussi, par exemple, qui est plus végétarienne pour le coup et qui est intéressante aussi. Tu vois, les Chinois disent que ça travaille aussi sur nos reins énergétiques. Et nos reins énergétiques, on en a énormément besoin après avoir accouché. Donc ça, ce sont des exemples. Et tu vois, cette récupération physique et émotionnelle, elle est vraiment liée. Et moi, j'adore aussi parler de la récupération émotionnelle et énergétique. Donc l'acupuncture, les gens connaissent ça aussi beaucoup. On sait que c'est très important et que ça peut être très chouette d'en faire quand on est enceinte, mais aussi quand on est une jeune maman. C'est vrai qu'en postpartum, c'est rare on connaît pas assez ce que ça peut provoquer. Il y a des choses incroyables à faire en postpartum en énergétique chinoise. Ouais. Alors, quels sont les bienfaits Ça va te redonner de l'énergie. En fait, souvent, on dit qu'il faut faire attention au froid qui peut être à l'intérieur du corps de la mère. C'est pour ça qu'on va prendre des bouillons ou des soupes, ce genre de choses qui vont vraiment être très réchauffantes. Et on a peur du froid. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est stimuler des points, utiliser des moxa, par exemple. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ce sont des bâtons d'armoise qui sont très chauds, qui envoient aussi de la lumière, etc. Tu peux réchauffer certaines parties du corps, certains points, par exemple, sur certains méridiens, qui vont vraiment réchauffer la maman et faire recirculer l'énergie. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. C'est que les Chinois le disent, que c'est quand l'émotion, quand il y a des blocages, quand l'énergie arrête de circuler, c'est là que la maladie apparaît. Donc ce qu'on veut faire là, c'est vraiment faire circuler aussi nos énergies, nos émotions. Et c'est ce qu'on utilise aussi avec l'EFT. Tu sais, c'est le tapping, c'est... je ne sais pas si tu connais. Oui. Alors explique pour les gens qui donc ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une approche où on se tapote des points d'acupuncture sur le corps. Soi-même, ouais, exactement. On peut le faire avec un thérapeute, mais on peut le faire tout seul aussi. Donc c'est un grand moyen aussi pour être autonome. Et on va se tapoter et on va verbaliser des choses, des sensations qu'on a à l'intérieur du corps, des émotions qu'on peut avoir. Parce que ce qu'on veut, c'est éviter qu'elles soient toutes bloquées. On veut vraiment qu'elles circulent, qu'elles bougent, que ce soit fluide. Est-ce que tu as des ressources à recommander justement si on veut pratiquer ça en autonomie Tout à fait. Sur Internet, il y a des bouquins sur l'EFT qui existent. Récemment, il y avait un congrès de l'EFT. Pendant une dizaine de jours, il y avait des conférences avec des tappings qui étaient organisés sur plein de sujets. Il y a pas mal de bouquins. Il y a le petit livre de l'EFT qui existe, par exemple, qui est un tout petit livre avec plein de choses hyper intéressantes à l'intérieur qu'on peut s'approprier très facilement. Donc ça peut être une idée, par exemple. Et tu parlais du froid. Alors c'est la première fois que j'entends cette notion. Donc en fait c'est quoi? C'est dû au fait qu'on n'a plus son bébé dans le ventre. Exactement. Et d'un coup le corps se refroidit. C'est ça. Et puis quand tu accouches, tu as ton bassin qui s'ouvre et on a peur que le froid rentre aussi par là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se resserrer le bassin. C'est pour ça que dans plein de traditions, il y a ce resserrage de bassin qui existe. Ah oui, avec des bandeaux. Exactement, tout à fait. Tu peux même le faire toute seule.
Ça porte un nom, ça, non? Alors, tu as plusieurs soins. Je pense que tu penses peut-être aux soins Rebozo qui Rebozo, existent. ouais, C'est un super joli soin, un très beau rituel qui peut être fait après l'accouchement et dans les mois qui suivent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au froid et à la chaleur, quand tu regardes ce qu'il se passe sur d'autres continents, par exemple, on se rend compte que plein de cultures mettent vraiment beaucoup de chaleur pour la jeune maman après avoir accouché, que ce soit via l'alimentation, on en parlait, mais ça peut être aussi le fait d'avoir un lit au-dessus de pierres chaudes, par exemple. Ça peut être le fait de mettre des bouillottes, ça peut être, dans certains pays, il y a des sortes de petites huttes de sudation, etc. Donc la chaleur, elle est très importante, et nous, on l'a oublié ça, mais on peut se le créer, nous aussi, en France, par exemple, avec une bouillotte, avec un bouillon, une tisane, etc., pour se redonner de la chaleur et permettre aux énergies de circuler, et du coup de mieux récupérer physiquement, et mieux récupérer émotionnellement. Donc d'autant plus pour les mamans d'hiver, en fait. Ouais, d'hiver et aussi d'été. Et c'est pas facile du coup pour les jeunes mamans qui accouchent l'été de les convaincre de prendre des currys de légumes, des soupes, ce genre de choses, parce qu'elles ont envie de froid, parce qu'il fait tellement chaud à l'extérieur. Oui, même s'il fait chaud, on peut avoir le froid à l'intérieur. Bien sûr, exactement, tout à fait. Ouais. Vraiment intéressant. Ouais, c'est passionnant. Alors... Julia, je te propose en fait de conclure cet épisode en nous rappelant les 3 points importants. Si on avait 3 choses et que quelques minutes pour écouter ce podcast, quelles seraient les 3 choses primordiales que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux mamans? Ouais, je voudrais leur rappeler que ce sont des rockstars vraiment, qu'elles ont une grande puissance intérieure, que cette puissance, elle est toujours là, elle n'est jamais partie, il faut juste se reconnecter avec. Donc c'est vraiment cet alignement qu'on va essayer de retrouver entre le corps, le cœur, l'esprit, mettre tout ça ensemble pour se retrouver soi et du coup renaître à soi dans dans ce nouveau moment de vie, de maternité notamment. Et je voudrais leur rappeler aussi que ça pourra durer le temps que ça durera, qu'il faut être patiente, que comme dans tout changement, ça mérite beaucoup de patience, beaucoup d'amour et qu'on peut avancer pas à pas, tranquillement, en étant idéalement entouré d'une petite tribu qui sera là pour prendre soin de nous, parce qu'on le mérite. Super. Un grand merci, Julia. Merci à toi, Audrey. Le moment est venu pour nous de refermer cette jolie parenthèse et de vous remercier pour votre écoute. Peut-être que vous ressentez le besoin de noter ces quelques conseils ou de prendre un petit temps de respiration les yeux fermés avec votre enfant ou les mains sur votre ventre. Offrez-vous ces quelques instants encore de bien-être et de réconfort. De notre côté, il est temps de dire merci à notre partenaire Biostime, grâce à qui nous pouvons partager ces merveilleux conseils aujourd'hui, pour le bien-être des enfants et le réconfort des parents. Si, mère. Un podcast proposé par Féminin Bio en partenariat avec Biostime, la marque de lait infantile bio, et Radio Médecine Douce, à réécouter et télécharger sur radiomédecinedouce.com et sur tous les agrégateurs de podcasts.